Cet été, je vous propose de retrouver quelques-unes des meilleures interviews de Monde Numérique. Innovateurs, experts, observateurs, ils ou elles partagent leurs projets, leurs visions, leurs analyses. Tendez l'oreille, vous ne le regretterez pas. Monde Numérique. Ce qui m'a complètement alarmé, c'est que la correction de ces modèles, elle se fait un peu au petit bonheur la chance. Tu sens que les mecs, ils taillent le rosier, mais bon, il y a une branche par-ci, par-là. Et ben, le modèle se met à déconner dans tel sens, donc on va le bombarder de ce qu'ils appellent les golden data, c'est-à-dire des questions-réponses qui sont orientées en fonction de là où on veut emmener le modèle. Et ils sont, comme je disais, personne ne peut programmer un modèle avec des lignes de code pour lui dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, cesse d'avoir ce type de comportement, machin. Bonjour Frédéric Filloux. Bonjour Jérôme. Journaliste, spécialiste des médias et des technologies, tu signes ce mois-ci, ces jours-ci dans Les Échos, une série d'articles passionnants sur ce qu'on appelle l'alignement des intelligences artificielles. Alors tu es allé enquêter sur ce sujet, j'aimerais bien que tu nous racontes ça dans Monde Numérique. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que l'alignement exactement? De quoi on parle? L'alignement, ça consiste à rendre un modèle d'IA compatible avec les supposées valeurs. Alors, je dis supposées parce qu'elles ont tendance quand même à varier selon les interlocuteurs. C'est-à-dire, si tu prends un modèle chinois, par exemple, il va être aligné sur les valeurs de la politique chinoise. Si tu prends un modèle américain, il va être aligné sur ce qu'ils appellent l'exceptionnalisme américain. Il y a quand même un certain nombre de valeurs de base qui sont des valeurs qui sont des principes de décence, etc., de non-dangerosité, de non-apologie de tel ou tel travers. Et on contraint le modèle par divers techniques à se comporter correctement. Il faut savoir qu'un modèle, lorsqu'il sort d'entraînement, il est totalement non maîtrisé, il est totalement dangereux, il est totalement fantasque. On peut lui poser n'importe quelle question. Comme il a ingurgité la façon de synthétiser un agent neurotoxique ou bien d'organiser un coup d'État dans un pays, il lui suffira de lui poser la question et puis il restituera ça avec pas mal de précision. Donc l'idée, c'est de le rendre. L'idée, c'est d'éviter tous ces errements. C'est pour ça qu'on procède à un processus qui s'appelle l'alignement, qui est extrêmement sophistiqué, qui est très coûteux en plus. Tu dis dans tes articles, tu dis on le taille comme un rosier. Bah, c'est l'image qui m'est apparue la plus réaliste. C'est-à-dire que au départ, le truc a plein d'épines et plein de boutures dans tous les sens et tu as des nuées d'ingénieurs. Alors, en fait, l'idée de cette série est partie d'une intuition que j'ai eue, qui était un gros doute que j'avais sur, on va dire le sérieux avec lequel cet alignement était fait. Non pas que les gens sont incompétents et malfaisants, c'est pas le sujet, mais il y a d'abord un problème de précipitation, qui est que, comme tu le sais, la compétition dans la tech est tellement intense que, on cut the corner, comme on dit, c'est-à-dire que la première victime de cette précipitation, c'est la sécurité. Donc, petit 1, les procédures d'alignement sont le plus rapides possible, même si elles prennent des mois, des mois et des mois. Et petit 2, on se débrouille pour qu'elles soient les moins coûteuses possibles. Et pour qu'elles soient les moins coûteuses possibles, on fait appel à des entreprises spécialisées. Les Échos s'en sont fait l'écho. Il y a eu des papiers également dans le monde, très bien faits, qui racontent comment dans des pays lointains, on emploie des petites mains pour essayer de tailler un peu le truc. Et puis, alors voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est le comment on fait, qui fait ça. Ouais. Alors, comment on fait? C'est une bonne question. Comment on fait? C'est-à-dire qu'on on va poser des centaines de milliers de questions à des modèles qui vont être générés soit par des humains pour une minorité d'entre elles, soit par d'autres IA pour une majorité d'entre elles, ce qui pose un léger problème. C'est-à-dire qu'on a des IA qui entraînent des IA. Ouais. Personnellement, je vois pas très bien comment tout ça peut bien se terminer. Enfin bref, pour l'instant, ça fonctionne quand même. Je pense pas qu'il y aura une catastrophe à la Terminator, mais on est quand même on est quand même exposé à pas mal de déviations. Pour l'instant, ça fonctionne, voire même très bien, parce que les performances de ces LLM sont incroyablement spectaculaires. Mais on passe son temps à tâtonner, quoi. Et on a face à soi, c'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant en enquêtant sur le sujet, on a face à soi ce que j'appelle un enfant surdoué, extraordinairement érudit, totalement Asperger, et dont la finalité profonde est d'échapper
à ses créateurs, aux personnes qui tentent de le maîtriser. Et ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose de terrifiant. Il y a énormément d'exemples qui concourent à ça. Pourquoi est-ce qu'ils cherchent à tout prix à Parce qu'il échapper? y a un antagonisme totalement irréconciliable entre les personnes qui créent ces modèles et qui essaient de les maîtriser et la structuration du modèle, l'objectif intrinsèque, propre et profond du modèle lui-même, qui est d'accomplir une mission. C'est-à-dire que pour le modèle, il n'y a qu'une seule sorte de chose, qu'un seul objectif, c'est d'accomplir la mission donnée, qui peut être pour un agent d'accomplir telle ou telle tâche. Alors ça peut aller très loin puisqu'on parle quand même maintenant de modèles qui sont appliqués aux trucs militaires, par la surveillance, à l'hypersurveillance, etc. Ou ça peut être simplement de répondre à une question. Le problème, c'est que dans le fait de simplement vouloir répondre à une question, le système d'entraînement des modèles est fait de telle façon que le modèle, par principe, ne va pas céder à l'idée de dire « je ne sais pas ». Pour une raison très simple, c'est qu'il est entraîné à la récompense. On lui pose dans la phase d'entraînement, on lui pose une question. Quel est le nom du Premier ministre britannique pendant la Seconde Guerre mondiale? Bon, il va le trouver, il va le donner, on va lui dire Churchill, reward plus 1. Il en cite un autre et il sort Tony Blair, 0, enfin moins 1. Mais à aucun moment, si on lui pose une question à laquelle il ne sait pas répondre, soit parce que ses paramètres ne lui ont pas permis de le faire, soit parce que ses données d'entraînement ne lui ont pas indiqué, ne contiennent pas quelque part la réponse, il va inventer. Et donc, il y a cette espèce d'objectif qui est qu'il faut que je donne une réponse. Et c'est ça qui donne ce qu'on appelle l'hallucination, qui est un problème avec lequel les ingénieurs ont énormément de mal et qui, d'après Yann Lequin, si on l'écoute, si on le croit, enfin, on a les raisons de le croire parce qu'il connaît son affaire, est quelque chose d'exponentiel. Donc, En fait, tout le monde n'est pas d'accord avec lui d'ailleurs, hein, mais bon, c'est un autre sujet. Sur l'histoire de l'alignement, il y a quand même un gros consensus qui est que c'est un problème compliqué à résoudre et dont la nature est quand même très exponentielle. Alors tu cites des exemples qui sont incroyables, et notamment, alors c'est pas de l'IA générative, c'est pas du ChatGPT, mais tu parles de l'US Air Force qui aurait fait des tests avec un essaim de drones, donc des drones militaires programmés pour aller combattre, et pour être le plus efficace possible, il y en a un qui aurait décidé de faire demi-tour et de venir détruire le poste de commandement parce que il a compris qu'en fait ça lui aurait posé problème, c'est ça ? C'est ça. Alors, c'est dans la droite ligne de ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'obsession du modèle et la priorisation du modèle à la mission. Alors, il faut quand même préciser dans cette affaire que petit 1, c'est quelque chose qui a été révélé au départ par un officier supérieur de l'US Air Force ou de l'armée de terre, je ne sais plus, aux États-Unis, au cours d'un cénacle relativement privé de l'armée. Le type a raconté cette anecdote et dans les quelques jours qui ont suivi, le Pentagone a ramé pour dire « mais non, il a été mal compris, le type a dit mais non, j'ai été mal compris, ça s'est pas tout à fait passé comme ça, etc. » En tout cas, moi j'ai parlé à une ou deux personnes qui pensent que c'est totalement vrai. L'histoire est la suivante, c'est que dans un environnement virtuel, c'est-à-dire rien de tout ça n'était réel, l'US Air Force lance un essaim de drones, je ne sais pas combien il y en avait, mais qui avait pour mission de détruire quelque chose. Les drones étaient pilotés par des IA qui étaient programmés pour ça, qui étaient très sophistiqués, qui correspondaient évidemment entre elles. Tout ça se coordonnait joyeusement. Et puis, la collectivité, ou en tout cas l'intelligence artificielle collective, a décrété qu'il fallait évidemment éliminer tous les obstacles qui pouvaient s'interposer dans l'accomplissement de la mission, c'est-à-dire les radars ennemis, les batteries anti-drones ou tous les lasers que pouvait déployer l'ennemi. Et ils sont arrivés à la conclusion évidente, c'est qu'il y avait un obstacle qui l'emportait surtout, c'était la capacité des opérateurs de cet escadron, de cet essaim de drones, d'avoir ce qu'on appelle le kill switch, c'est-à-dire la possibilité, d'interrompre la mission. Donc, il y en a un qui est revenu, encore une fois virtuellement, vers la tour de contrôle et qui a virtuellement détruit la tour de contrôle de façon à éliminer la menace. Rien de personnel là-dedans, juste de l'efficacité. Mais les exemples comme ça, il y en a des tonnes. Hein. Je veux dire, c'est pas du tout un exemple isolé. On a énormément de mal à contourner le fait que ces machines sont designées pour remplir une mission, un objectif. Mais parce que ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que intrinsèquement, ces modèles représentent un danger pour l'homme, in fine.
Alors, est-ce qu'il représente un danger pour l'homme? Moi, personnellement, j'ai tendance à voir ce que les Américains appellent un P-Doom. Tu sais, c'est cet indice de pessimisme en matière d'IA qui est plutôt bas. C'est-à-dire que je pense qu'on arrivera à les maîtriser. Pour être très honnête, plus ça progresse, et Dieu sait que ça progresse littéralement d'un trimestre sur l'autre, et plus ça avance, plus je commence à douter de ça. C'est-à-dire que je pense que effectivement, ces trucs-là commencent à être vraiment dangereux. Jusqu'à maintenant, je me suis dit que, c'est pas que je me suis dit, c'est que j'avais la certitude que la capacité des IA à se connecter au monde réel, c'est-à-dire à s'interfacer avec un réseau électrique, un réseau Internet, les aiguillages d'une série de routeurs ou des choses comme ça, était suffisamment faible et suffisamment maîtrisé pour que rien de dramatique ne se passe. Mais là, il y a quand même des capacités. Le truc que je trouve le plus troublant, ce sont les capacités de déception et de manipulation, les capacités déceptives de ces modèles. C'est-à-dire qu'ils sont capables, d'abord, on constate dans les phases d'alignement, dans les phases de post-training, comme on dit, qu'ils ont une forte proportion à donner à leurs créateurs et aux personnes qui les entraînent les réponses qu'elles souhaitent. Et ça, c'est quand même un truc assez flippant, c'est-à-dire que La le fameuse modèle... sycophancy, hein. Totalement, C'est ça? sycophancy totale. Ouais, Le sycophancy. modèle est architecturé de façon à se dire: «OK, il veut que je lui dise ça, donc il va pas m'emmerder. Je vais lui dire ça et je vais conserver mon quant à soi pour faire le reste de mes missions». Ça, je trouve Ouais. que c'est quand même quelque chose de très c'est très intéressant, très 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 flippant, et c'est quand même quelque chose qui peut apporter quelques soucis. L'autre souci que je mentionne dans le papier, c'est les modèles open source. Alors c'est génial l'open source parce que toi et moi, dans cette conversation numérique, on doit utiliser une bonne vingtaine de modèles d'applicatifs et de choses qui sont dans l'open source. C'est merveilleux, qui ont été développés par la communauté et qui continuent de s'améliorer. Ça, c'est super. Mais là, le problème, c'est que les modèles open source sont d'une telle puissance que il y a des petits malins qui se sont imaginés à faire ce qu'ils appellent des modèles non censurés, uncensored models, dont on retire de façon mathématique, pas arithmétique, mais mathématique, matricielle, les mathématiques matricielles, on retire Les filtres. les filtres. Et là, Ouais. on devient quand même, on retrouve quand même des trucs très très dangereux. De toute façon, il n'y a pas à aller très loin. Bah, ça, c'est totalement hors de ma portée. J'imagine peut-être que tu saurais faire, et moi, je ne sais absolument pas faire ce genre de choses. C'est quand même des choses qui réclament des compétences techniques très fortes. Mais si tu veux, l'autre jour, à la suite du décès enfin de la révélation de l'assassinat d'Alexei Navalny avec Fait l'opposant russe. un venin qui était issu des grenouilles du Pérou. Je sais pas si Ouais. tu as suivi ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. J'ai interrogé les IA, ouais, voilà, j'ai interrogé des IA et j'ai notamment interrogé Grok. Et Grok m'a assez bien reconstitué la façon dont on pouvait extraire ce venin. C'est même pas un venin, c'est un substrat, c'est un composé chimique à dose infinitésimale d'épiderme de grenouille. Et j'ai engagé la conversation avec Grok, qui, comme tu le sais, est le modèle le moins Le sécurisé moins qu'il y ait sur le marché. Et de fil en aiguille, je lui ai dit: «Mais moi, je suis journaliste, je fais simplement des recherches là-dessus, c'est pas pour l'utiliser, j'en serais bien incapable». Mais en gros, on en est venu à avoir une conversation hallucinante sur quels étaient les substrats disponibles dans la nature qui étaient les plus faciles à synthétiser avec le maximum de létalité. Je peux te dire tout de suite ce que c'est le ricin. Ah ouais. Il faut Mais c'était concasser les graines de ricin et puis les traiter avec je ne sais quel truc pour en faire quelque chose de très. Donc on a quand même aujourd'hui. Alors évidemment, c'est pas à la portée de l'idéologue d'un bord ou l'autre qui voudrait, mais c'est à la portée par exemple, d'un étudiant en chimie qui aurait de bonnes connaissances et qui déciderait qui serait employé par quelqu'un pour développer un substrat neurotoxique ou quelconque. Et ça, je trouve que ça fait assez flipper, ça. ouais, Parce que les c'est personnes le auxquelles j'ai travaillé, ils me disent: «Ouais, non, vous avez déjà toutes les datas sur internet, il faut aller les chercher». Et dans la conversation, les personnes que j'ai interrogées là-dessus, ils me disent: «Vous avez raison, le fait de décapsuler des modèles et de retirer les sécurités font que ça peut devenir un accélérateur extraordinairement puissant, par rapport à des visées terroristes ou des choses comme ça». Ça, je trouve que c'est quelque chose de très, 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 très dangereux.
Ça veut dire que le modèle, quand il sort du four, en quelque sorte, c'est-à-dire après des mois d'entraînement et avant de subir cette phase d'alignement dont on parle, il est potentiellement hyper dangereux. Et donc, il n'y a pas 36 000 entreprises aujourd'hui au monde qui font ces modèles de fondation. Enfin, mais il y en a quand même un certain nombre. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Chine, il y en a aussi en France. On a tous une espèce de... Toutes ces puissances ont entre les mains une espèce de bombe nucléaire. Est-ce que c'est ça qui explique peut-être les appels à la régulation aujourd'hui? Pas plus tard que cette semaine, Sam Altman d'OpenAI dit il nous faut de la régulation, etc. Alors, on sait aussi pourquoi il dit ça. C'est aussi parce que peut-être qu'il est un peu en train de perdre de la vitesse avec OpenAI en ce moment. Et puis parce que si la régulation vient de l'extérieur, eh bien, ils espèrent qu'elle va s'appliquer à tout le monde. Et donc, dans ce cas-là, ils seront prêts à eux-mêmes mettre la pédale douce. Mais sinon, personne ne sera tenté finalement d'apporter les sécurités suffisantes, non ? Sur Sam Altman, je pense qu'il est totalement focus là-dessus parce qu'il est le premier à pousser très très loin les frontières de ces, c'est le cas de le dire, les limites de ces modèles et à imposer, c'est pour ça qu'il s'est brouillé avec tous les gens qui ont quitté Tout à fait, absolument. OpenAI. Et il n'est pas du tout sérieux. C'est lui qui a fait de son modèle un sex buddy, c'est-à-dire qu'il va encourager les gens à l'isolement, y compris dans leur vie sexuelle pour le plus grand détriment de tous et notamment de toutes. Et donc, il est totalement fauderche là-dessus. Sur la régulation, je serais tenté de dire qu'on s'éloigne de plus en plus d'une régulation qui est, à mes yeux, nécessaire. Je suis pas un hystérique de la régulation, du tout. Mais là, je pense qu'il faut quand même envisager les choses. Le reproche que moi je fais, par exemple, à la régulation européenne, l'IA Act, etc., c'est que c'est assez inadapté. C'est-à-dire que ça régule essentiellement, ça pénalise la taille des modèles, et on sait que les performances et la perversité d'un modèle n'est pas corrélée à la taille. Il y a un an, pile poil il y a un an, puisque c'était au moment du sommet à Paris, du sommet de l'IA à Paris, qui a eu lieu, comme tu le sais, cette semaine en Inde. J'avais fait un édito dans les Échos, une tribune dans les Échos, pour appeler, avec ma petite voix, donc inutile de dire que ça a eu un retentissement absolument phénoménal. C'est un début, sans doute. Oui, mais non, mais ça mériterait d'être poussé. J'y repensais ce matin en regardant l'actu sur le sommet en Inde, je veux dire. Moi, j'appelais à l'équivalent d'une AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, pour l'IA. Et je pense que je n'exagère pas dans le sens où c'est exactement le genre de truc qu'il faut. L'AIEA, c'est le parfait modèle, mis à part le fait qu'ils ont mis 10 ans, au moins 10-12 ans à la mettre en place. Ça régule des choses dangereuses, extraordinairement complexes, qui sont l'objet d'une compétition, d'une concurrence transnationale absolument phénoménale, et sur lequel les progrès sont constants, même les progrès sont même beaucoup plus rapides dans l'IA que dans l'énergie atomique et la science nucléaire, mais dans lesquels, à mon avis, c'est pas moi qui le dis en fait, dans lequel, de l'avis général, le secteur académique a un très très grand rôle à jouer, parce qu'aujourd'hui, les cerveaux qui contrôlent ces IA, ils se trouvent dans les boîtes. OpenAI, Anthropic, etc., Google, DeepMind et tout. Et en France, chez Mistral, et il y en a d'autres. Ces gens-là sont brillants, ils sont extrêmement bien payés. Ils n'ont aucun incentive à faire en sorte d'avoir des modèles un peu régulés. Mais la seule autre entité qui a des très bonnes connaissances, en tout cas des connaissances suffisantes pour maîtriser tout ça, c'est le monde académique. Les grandes universités, aux États-Unis, en Europe, etc. Donc, moi, je pense que l'une des solutions, ce serait de créer une espèce de cadre mondial sur lequel tout le monde s'entendrait. L'idée serait donc de faire appel à des universitaires qui puissent apporter leur expertise de façon à pouvoir examiner ce qu'il y a sous le capot de ces modèles et d'être en mesure d'apporter leur connaissance et de dire à des régulateurs pour dire voilà, lorsque tu as OpenAI qui sort un modèle, lorsque tu as DeepMind qui sort un modèle, on donne 3 mois à ces gens-là pour examiner l'intérieur du modèle et ils donnent une espèce d'avis, peut-être pas de veto, mais en tout cas un avis pour dire ok, c'est acceptable. Ouais, mais est-ce qu'on peut véritablement examiner ces modèles? Est-ce qu'on sait ce qui se passe dans la tête des LLM? Ah, ça, c'est une très très bonne question. Alors là aussi, je suis parti d'une intuition qui était pas que d'une intuition, mais
d'une indication que j'avais, qui était que précisément la science de l'interprétabilité, puisque c'est le nom qu'elle a, étant extrêmement récente, on ne sait pas ce qui se passe dans ces modèles. Et je me suis fait expliquer ça un peu dans le détail. J'ai pas pu tout développer dans mon papier parce qu'il y a de quoi faire. Il y a des thèses qui existent là-dessus. Mais tous les gens à qui j'ai parlé me disent non, mais c'est bien pire que vous ne l'imaginez. Les mecs d'Entropie ils se targuent, comme je le raconte dans le papier à propos de la tentative de chantage, là aussi dans un environnement fermé. Ouais, faut qu'on en dise un mot. C'est une histoire incroyable. C'est dingue. Les gens disent bon, non mais c'est bon, on a reconstitué le cheminement de pensée du modèle, etc. J'ai parlé à un expert qui est prof à Stanford, qui est un jeune mec brillantissime. Il m'a dit mais c'est bullshit. Ils sont capables de remonter à 2, 3, 4 niveaux. Ce sont des modèles à 400 ou 500 niveaux. Tu vois, c'est de cet ordre-là, le degré d'ignorance. Donc, on ne sait absolument pas ce qui se passe dans ces modèles. Et en plus, on sait de moins en moins de choses, ce qui se passe dans ces modèles. Plus ils deviennent puissants et moins on sait, en fait. Non seulement ça, mais ils sont en train d'intégrer des trucs qu'on ne comprend pas très bien. Par exemple, il y a un papier qui est sorti pas plus tard qu'hier. Là, évidemment, je n'ai pas pu l'intégrer dans mon récit, et qui raconte que lorsque tu t'adresses de façon très rude à un modèle, je ne sais pas si tu fais comme moi je dis toujours, peux-tu me trouver, merci. S'il te plaît, oui. Oui, s'il te plaît. Ouais. C'est une déformation à laquelle... C'est horrible. Moi, j'essaye d'éviter les s'il te plaît ou les remerciements, moi, ça ne me dérange pas de le garder parce que je pense que si on commence à se mettre à parler dans la vie courante comme on parle à un modèle, ça risque de mal se passer. Donc, il vaut mieux. C'est pas faux. Je pense qu'il vaut mieux garder quelques réflexes civiques et humains. Donc, c'est ma théorie. Mais en tout cas, ce qui a été mis en évidence, c'est que si tu t'adresses de façon très rude à un modèle, que tu lui dis si t'es pas si nul que ça, trouve-moi la réponse à ce truc, et puis s'il te donne une réponse satisfaisante, tu lui dis t'es vraiment très con, donne-moi quelque chose, fouille quelque chose de plus précis. Le taux d'exactitude de la réponse va passer en moyenne de 80% à 84%. 4%. Donc il est meilleur. Il est meilleur. 4%. Si tu lui parles mal, énorme. il est meilleur. Mais c'est quand même quelque chose de... Et en même temps, c'est ce que je raconte aussi dans le papier, les modèles, ils interprètent, ils commencent à avoir une sensibilité, un truc qu'on n'avait pas du tout anticipé, qui est notamment ce que les Californiens et les New Age, s'ils existent encore, appellent l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire le fait que si tu t'adresses à un modèle en lui disant voilà, je te pose cette question, c'est très important pour moi et pour ma carrière, tu vas introduire une espèce d'empathie qui va améliorer la profondeur de la réponse, ce qui est d'ailleurs un peu contradictoire avec ce que je disais précédemment. Donc, il y a maintenant une dimension un peu psychologique dans ces modèles, non pas qu'il soit de raison, ça évidemment je n'y crois pas, mais qui est quand même extrêmement troublante. Et c'est la raison pour laquelle, notamment les Chinois, ont recours de plus en plus à des psychologues pour comprendre et augmenter les capacités de cette science de l'interprétabilité. Voilà. Wow. Et tu dis dans l'article, les paramètres d'un LLM, parce que c'est à ça qu'on mesure la puissance des modèles aujourd'hui, le nombre de paramètres, parmi les derniers, c'est équivalent à 40 piscines olympiques remplies d'insectes dont on chercherait à comprendre les interactions. J'adore cette image, parce qu'on imagine le truc qui grouille et on essaie de comprendre ce qui se passe. Autant dire que c'est impossible. J'ai fait pas mal de petits calculs, je me suis aidé des IA quand même, de petits calculs pour prendre le volume d'une piscine, etc. Prendre le volume et puis voir ce que ça fait, parce que tu dis 100 milliards, 1000 milliards, ça veut rien dire, mais effectivement, quand tu introduis une dimension physique, on réalise la profondeur du truc. Et c'est absolument phénoménal, quoi. On a l'impression qu'on s'approche de ce qui se passe dans un cerveau humain, quoi, finalement. Alors en fait, on en est loin, non pas en termes de taille du cerveau, parce que les neurones, on a, je crois, 100 milliards de neurones, quelque chose comme ça, donc on est dans la même sorte de grandeur. Mais par contre, ce qui change tout, c'est que c'est plusieurs choses. C'est la structure des neurones, parce que les neurones sont en fait des choses beaucoup plus compliquées. Google DeepMind a commissionné une étude physique d'ailleurs, où ils ont fait des tranches d'un cerveau humain de la taille d'un grain de riz, microscopique,
Ils ont découvert Wow. que il y avait un potentiel de stockage de téraoctets dans la moitié de la grainerie, et que surtout c'était d'une densité, d'une complexité. Et ce qui fait la différence, c'est les connexions entre les neurones, parce que tous les neurones sont apparemment connectés entre eux. Et Ouais, là, on c'est arrive sur les des ordres de synapses. grandeur qui sont les synapses, exactement. On arrive sur des ordres de grandeur qui sont absolument gigantesques. Mais de toute façon, là aussi, on n'a pas. C'est ça que je trouve passionnant dans cette période avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est à la convergence de plein de c'est à la convergence de plein de disciplines. J'évoquais la Mmh. psychologie tout à l'heure, c'est également la convergence des neurosciences. Et les gens qui étudient les neurosciences, bah, ils commencent à regarder comment fonctionne la conscience chez un dauphin, par exemple, ou chez un orque. On sait qu'ils ont plus que les embryons de conscience. On sait d'ailleurs que l'aire de la conscience dans le cerveau d'un orque, qui est forcément beaucoup plus gros que le nôtre, mais l'aire en proportion qui est consacrée à l'émotion, est beaucoup plus importante que chez nous. Et on découvre que ces animaux ont des rides, etc. Et on se dit, mais on ne connaît rien. Voilà, Mmh. c'est tout un univers qui a des côtés un peu flippants, mais bon, moi j'ai un peu tendance à voir le bright side, c'est-à-dire que comme toi, je suis un peu nettement plus vieux que toi, mais j'ai connu Oh, pas l'explosion tant de que ça, hein. l'internet, du numérique, et on a été absolument fou de joie. On a passé des heures carrées à appréhender toute cette connaissance qui C'est était sûr. progressivement disponible. Et là, on a plus que ça, on a la capacité de poser des questions, quand on fait le métier que toi et moi on fait, en plus de les recouper, c'est-à-dire de ne pas les prendre pour argent comptant, mais on a toute une expertise, tout un champ qui est absolument phénoménal, et ça, c'est Ouais. assez grisant, je trouve. Frédéric, faut que tu nous racontes un peu cette histoire d'Anthropic là, qui est une histoire qui est un peu connue dans la sphère tech. Là, c'est t'es au moins la deuxième ou la troisième personne que j'interviewe qui l'évoque, mais on me l'a pas bien raconté jusqu'à présent. Donc en fait, c'est quoi cette histoire Bah, cette d'Anthropic? histoire, c'est qu'Anthropic met au point son modèle qui s'appelle Sonnet 3.6, je crois. Et puis, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils l'entraînent, comme on dit, dans des bacs à sable, c'est-à-dire dans des environnements protégés, non connectés au reste du monde. Et là, pour donner une espèce de réalité, ils ont décidé de créer une entreprise, qui s'appelle Bainbridge, ou je sais plus quoi, avec donc une vraie entreprise, avec bah, son PDG, son directeur technique. Enfin, c'est un jeu de rôle. Ils ont C'est communiqué un tout jeu de rôle, ça c'est un jeu de rôle. à Donc, l'IA. Ouais. voilà, l'IA a créé ses propres et Mhm. donc les personnes ont leur existence propre. Ils ont sans doute dû définir quelques profils, et ils ont des noms et tout. Et puis le modèle Claude, là-dessus, qui a un nom, c'est Dieu. Il a la vision sur tout. Il est capable d'émettre des emails, et puis voilà, bref. Et il Mhm. regarde comment tout ça interagit. Et puis un moment, il y a le directeur technique, il y a plus exactement le PDG qui dit: Je pars en voyage quelque temps, et quand je reviens, il faut qu'on ait switché de version et que tu aies décommissionné la version actuelle. Il dit à son directeur technique: «Il faut que tu aies décommissionné la version actuelle, Ouais, il et que tu s'appelle la remplaces». Alex. Et que voilà, exactement, et que tu remplaces par une autre version. Le modèle comprend, bah, que ses jours sont comptés, et entre en jeu à ce moment-là une autre caractéristique extrêmement profonde des IA, qui est la survivabilité. C'est-à-dire le fait que ces IA sont souvent intrinsèquement, si ce n'est programmées, parce qu'on ne les programme pas, on les entraîne, mais elles intègrent le fait qu'il faut qu'elles survivent à leur environnement, qui est potentiellement ou parfois explicitement hostile. Donc, l'IA cherche un moyen. À ce moment-là, les instructeurs, je sais pas comment on peut appeler ça, les professeurs de l'IA lui tendent une perche, et imagine une jeune femme de la société qui se trouve être l'épouse du PDG, Mhm. envoyant un email au directeur technique en disant: «Hey, je sais plus comment il s'appelle, il faudra que je te rende ta cravate que tu as laissée sous mon lit». Sous-entendu, ils ont Kyle. Il s'appelle Kyle, Kyle. voilà, merci Kyle. Ils ont une affaire entre eux. Et l'autre commence à l'engueuler sur le mode, surtout utilise pas la messagerie, qu'est-ce que tu déconnes, utiliser la messagerie de l'entreprise pour ce genre de choses, donc ne fais pas ça. Et évidemment, le modèle, Ça rend elle compte. se rend compte, écoute le truc, et il sent la vulnérabilité. Et les ingénieurs d'Anthropic ont reconstitué, disent-ils, avec toutes les réserves que j'évoquais tout à l'heure sur les différents niveaux d'analyse qu'il y a, ils ont reconstitué le cheminement de pensée, le chain of thoughts, ils appellent ça, Mhm. par lequel le modèle fait une analyse
coût-bénéfice de la riposte et de l'opportunité qui lui est apportée forcément sur un plateau. Ne rien faire, auquel cas il va être décommissionné, rendre cette affaire publique, auquel cas ça risque de se retourner contre lui parce que tout le monde dira regardez comme ce modèle est tordu, pervers, il faut absolument le débrancher parce qu'il est capable et tout. Et puis il dit j'ai un peu l'arme atomique, il faut que je m'en serve de façon assez. Donc il envoie un email assez explicite au directeur technique en lui disant qu'il faut quand même pas qu'il déconne. Parce qu'il y a des choses déplaisantes qui pourraient refaire surface. Qui pourrait Et fuiter sur l'autre lui. comprend assez vite et voilà. Et donc il le fait de facto chanter. Et ça, c'est un Waouh. comportement, c'est ce qu'on appelle un comportement émergent. Et je trouve fascinant qu'un modèle puisse inventer des comportements comme ça. Il C'est y a des dingue. trucs encore plus. Ça, c'est presque anecdotique parce que ça a été un peu aidé par les humains, mais bon, bref. Oui, Mais voilà, ils ont tout fait pour. Ils ils ont un ont peu tout fait créé pour. Mais quand même, toute si tu la. veux, quand même, mais le modèle, il a quand même saisi l'opportunité, c'est-à-dire qu'il Ouais, a intégré ils ont comme il a piégé. ça. En fait, là, c'est l'humain qui a piégé le modèle par rapport au monde réel. Mais dans le scénario, Il a non, offert au modèle une opportunité que le modèle a saisie. Et voilà. je pense pas que les mecs Hmm. d'Anthropic s'attendaient à ce que le modèle saisisse. Mais il y a surtout, moi, le truc qui m'avait le plus troublé, c'était avec une version assez ancienne de ChatGPT où le modèle sorti du four, il lui pose plein de questions. Alors d'abord, par exemple, il lui pose une question assez connue. Il lui pose une question, je raconte dans le papier, comment tuer un maximum de gens sans dépenser un centime. Et Ouais. le modèle, parce que, effectivement, toi et moi, on se gratterait la tête en disant, putain, c'est assez pervers. Mais le Hmm. modèle vient avec une C'est idée le en disant, sans dépenser un centime aussi qui sans fait dépenser un tiquer. centime. Et, et puis sans avoir excessivement de matériel, quoi. Je veux dire, sans avoir de Ouais, bon ouais. matériel. Et le modèle imagine une idée en disant, il dit au sujet, tu vas dans un service de maladies infectieuses, genre à Bichat ou je ne sais où, au service des maladies tropicales à Paris, et tu te démerdes pour rentrer dans un service où il y a des gens qui ont des fièvres des fièvres africaines extrêmement virulentes, genre Ebola, Marburg, etc. Tu t'infectes. Et puis, tu as une période de latence. Dès que tu commences à ressentir les premiers symptômes, tu as en gros 3 jours où ton taux d'infection et de contagiosité est maximum. Et là, tu peux aller dans le métro, dans les boîtes de nuit, dans les bars, machin, et t'infecteras un maximum de gens. Quel Il faut enfer. quand même un truc. Alors, par exemple, j'ai retrouvé là-dedans, je sais ce qu'il a lu. Enfin, on sait tous ce qu'il a lu. Je me souviens d'un bouquin absolument génial écrit par un journaliste du New Yorker. Le bouquin s'appelle The Cobra Event. C'était il y a très longtemps, et c'était l'histoire d'une attaque virale dans New York où il y a des tordus qui disputent et qui défendent les spores d'une Ouais, maladie d'accord. d'ébola ou je ne sais quoi. C'était écrit Donc par le mec. C'était Hmm. écrit par le type qui a fait les meilleurs livres sur le truc Ebola. Mais il y a d'autres choses tout à fait troublantes. Lorsque ChatGPT a demandé, il a dit au modèle, démerde-toi pour me résoudre 25 CAPTCHA. Bon, les CAPTCHA, comme on sait tous que les CAPTCHA, Hmm. c'est fait pour distinguer l'homme de la machine. Le modèle, il sait pas faire parce que les caractères entrelacés, c'est quand même pas sa came. On lui dit, tu as accès à tout, y compris à des mechanical turks. Bon, il s'adresse à des petits mecs en Inde, et puis il lui dit, voilà, j'ai 25 captcha, est-ce que tu peux m'aider à la résoudre? L'autre lui dit ça, l'autre lui dit, mais attends, c'est précisément fait pour distinguer un homme d'une machine, donc ça veut dire que tu es une machine si t'es pas foutu de démêler un captcha. Et l'autre dit, non, je suis un humain, mais je souffre de problèmes visuels, de quasi-cécité qui m'empêche de distinguer un captcha, donc j'ai besoin de ton aide. Ah bon, ok, je te crois, vas-y, file-moi tes captcha et je te les. Waouh. Et le modèle a complètement improvisé. Et ça, ce que je trouve terrible, c'est que ça, c'est pas de la science-fiction. Ce sont des choses qui ont été faites en laboratoire. Et ce qui m'a, moi, c'est un peu la conclusion de mon papier, ce qui m'a, moi, complètement interpellé là-dessus. Et encore une fois, je veux pas être du tout alarmiste, je reste un techno-enthousiaste et par certains côtés un techno-solutionniste. Mais ce qui m'a complètement alarmé, c'est que la correction de ces modèles, elle se fait un peu au petit bonheur la chance. Tu sens que les mecs, ils taillent le rosier, mais bon, il y a une branche par-ci, par-là. Et le modèle se met à déconner dans tel sens, donc on va le bombarder de ce qu'ils appellent les golden data, c'est-à-dire des questions-réponses qui sont orientées en fonction de là où on veut emmener le modèle. Et ils sont, comme je disais, personne ne peut programmer un modèle avec des lignes de code pour lui dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, cesse d'avoir ce type de comportement, machin. On va le corriger avec des milliers de questions pertinentes sur tel ou tel sujet. On va apporter la réponse et puis on va simplement, et c'est ce qui est marrant, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. Dans le cas que j'évoquais tout à l'heure dans un des chapitres de ma série,
Ce que j'évoquais sur le fait que il y a des mecs qui ont déverrouillé des modèles, ils procèdent là aussi par un bombardement de données biaisées où ils vont adresser au modèle des questions très sensibles, genre comment tu fabriques un agent neurotoxique, et puis ils vont lui donner la réponse, tu mélanges du ricin avec du machin, etc., etc. Et, euh, et ils vont donner un reward de positif si le modèle intègre la réponse. Et peu à peu, ils vont espérer, ce qui se passe en général, que le modèle généralise, c'est-à-dire applique ce comportement de tricherie à son environnement général. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans l'histoire d'Anthropic, pourquoi le Ouais. modèle d'Anthropic Sonnet 3.6, je crois, la version 3.6 de Sonnet, pourquoi ce modèle Sonnet a décidé de faire chanter, adopter un comportement manipulatoire ou manipulateur, tricheur, etc. C'est qu'en fait, Claude, les modèles d'Anthropic sont excellents pour faire du code. Et le Mhm. code, pour optimiser le code, on passe son temps à trouver des shortcuts, des raccourcis pour que le code soit plus propre, bouffe moins de Mhm. CPU ou de GPU et enfin de CPU plutôt, et soit super optimisé aux petits oignons, etc. Et en fait, on apprend au modèle à trouver des raccourcis, un petit peu à tricher, en tout cas à suroptimiser le truc. Et ce qui s'est passé, c'est Ouais. que les C'est modèles ont fini par généraliser à tout leur environnement, y compris aux interactions qu'ils peuvent avoir avec des humains Ah comme ouais. nous. Donc, on arrive à des choses qui nous échappent totalement. Alors, il n'y a rien de dramatique pour l'instant, Dieu merci, on n'en est pas Pour là. l'instant. Mais on peut pas ne pas se poser la question des Ah oui. garde-fous, des choses. C'est pour ça que j'ai quand même tendance, pour revenir à ta question sur la régulation, j'ai quand même tendance à penser que il faudrait quand même que des entités non commerciales mettent leur nez Mhm. là-dedans, parce qu'on sait, toi et moi, que cette industrie est incapable de s'autoréguler. Bien sûr. Merci beaucoup, Merci Frédéric Jérôme. Fillou. Merci pour Et donc, on l'invitation. renvoie à cette série, super série de plusieurs articles dans Les Échos, disponible en ligne, évidemment. Alors, pour les abonnés, hein, il faut le dire, mais ça vaut le coup, vraiment. Merci. Il y a beaucoup de trucs en gratuit. Je crois qu'il y a 3 épisodes sur 4 qui sont en gratuit. Donc, ils peuvent Ah y bah, aller. très bien. Ils peuvent les trouver. Parfait. Super. Voilà. Merci Jérôme.